pourquoi venir voir les Éternels du Rire? Bon, écoutez, c'est simple. Les one-man shows, il y en a ras-le-bol. Il y en a un paquet. Maintenant, ce qui va être bien, c'est de les rassembler entre eux et de faire un même spectacle avec plein de spécialistes du one-man show, plus quelques chanteurs. C'est un plateau d'humoristes des années 80, hein, surtout. On s'est connus à cette époque-là, en tout cas. Certains sont devenus très connus, puisqu'il y a Jean-Marie Bigard, il y a Didier Gustin, il y a Roland McDan, il y a Pierre Jolivet, il y a Tex Maïn, Popek, et j'en fais partie. Eux viennent beaucoup plus pour raconter le best-of un peu de leurs sketchs, les sketchs les plus connus, les plus... Et moi, évidemment, j'y viens un peu pour la chanson, étant donné que Jolie Poupée a été très connue, elle l'est encore. Et puis j'y vais aussi pour faire un peu de sketch et une participation avec les autres. Donc c'est un plateau, un grand plateau d'humoristes où évidemment le rire est roi, quoi. Là on voit que tu as une moustache, donc tu vas nous expliquer sûrement pourquoi, parce que justement tu as beaucoup d'actualités, tu as une actualité intéressante en ce moment au cinéma, donc voilà déjà la moustache... Alors la moustache c'est pas le cinéma, c'est la télévision, donc je viens de participer à un téléfilm qui s'appelle La Loi, tout bêtement, et en fait c'est autour de la loi sur l'avortement qu'avait fait voter Simone Veil en 1974, et moi on m'a proposé de faire le député Eugène Claudius Petit. Alors en fait son nom c'est Eugène Petit, Claudius était son nom de résistant pendant la dernière guerre. Et donc à la fois il était résistant à l'époque de la guerre, mais à la fois il surfait sur des valeurs assez religieuses. Donc Eugène Claudius Petit avait un groupe parlementaire assez important, d'une trentaine ou une quarantaine de députés, sur lesquels il avait une influence. Et au début, il était totalement contre cette loi, qui lui semblait une loi un peu anti-religieuse. Au fur et à mesure des débats, il a probablement pris conscience, ou en tout cas de la détresse de toutes ces jeunes femmes, jeunes filles qui se faisaient avorter d'une manière clandestine, et souvent avec un danger évident, soit pour l'enfant, soit pour la mère, ou alors les seuls qui pouvaient se faire avorter dans des conditions correctes, il fallait avoir de l'argent et partir à l'étranger, en Belgique, en Angleterre, etc. Et Claudius Petit, contre toute attente, un peu au dernier débat, la dernière journée, a fait un discours où il annonçait qu'il n'encouragerait pas l'avortement, mais il voterait la loi parce qu'il pense qu'elle était nécessaire pour toutes ces femmes en détresse. Et ça a permis à la loi de passer parce qu'il a été suivi par son groupe parlementaire. Comment je veux dire, très admiratif des gens qui consacrent leur vie au syndicat. Le syndicalisme, ça, je trouve que c'est vraiment... je ne suis pas syndiqué, mais en même temps, je suis quand même parfois à leur côté. Et je suis membre, par exemple, du conseil d'administration de l'ADAMI, c'est l'association des droits des artistes et musiciens interprètes. Et on est très à cheval sur le problème des intermittents du spectacle. Et s'il n'y avait pas eu des actions syndicales au départ, les interprètes aujourd'hui pourraient crever la bouche ouverte. Ça, c'est la bouteille qui est... Voilà, du Floc de Gascogne. Du Floc de Gascogne.
Bah écoutez, on va peut-être en prendre un, voilà. C'est bien ça. Allez, Voilà. vous voulez le poche? C'est une copine anglaise qui est venue visiter le Gers. Ah, Mes d'accord. parents Mais sont agriculteurs dans le Gers et elle vient voir profiter du elle terroir. parle français? Oui, elle parle très Un bien petit peu. français. Ah oui, si, vous parlez bien français. Oui, elle parle très bien. Oui. De rien. Tu peux? Oui, oui. Merci. vas-y. Merci beaucoup, Voilà, monsieur de Ménez. rien, Merci. je vous en prie. Non, mais excusez-moi, je voulais savoir pourquoi vous avez... Monsieur, Bonjour. vous faites du théâtre, non, Ouais. une activité dans le style, non, il me semble, je reconnais. Ouais, cinéma, théâtre, Monsieur, télévision. Monsieur Bernard Bénès. Ah, bravo. Alors là, je vous félicite. Voilà. Je vous ai laissé chercher parce Qu'est-ce que j'ai gagné? Hein, J'ai gagné quoi? Un stylo? Quelle couleur? Ah ben joli, c'est sûr. Il me manquait. ah bon, Il me d'accord. manquait le Ah stylo bon, bleu. non, elle est de bonne humeur. Et hein. alors, qu'est-ce je voulais que... savoir. Vous voulez combien de poulets rôtis? Je prépare Non, combien? malheureusement, je ne vais pas en Ah prendre. ouais, parce mais que non, j'ai- monsieur Ménez, Non, je voulais savoir comment vous avez choisi Roule ma poule. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui était rôtisseur, qui était cuistot chez Henri IV à l'époque, Ouais, quand ils ont créé la poule au pot. ouais. Et donc, comme il Et restait filme-le, pas mal de, parce que comme ce il qu'il restait pas raconte, mal de ça poules. peut Non, faire- mais si, Ouais. il restait toujours un peu de poules. Il s'est dit, tiens, je vais les rôtir. Et le roi, le bon roi, il a dit, mais roule ma poule. Eh ben, C'est ainsi. Alors moi, j'ai fait un court métrage avec Emmanuel Devos qui Oui. apprenait à conduire. Et la personne qui lui apprenait à conduire lui disait roule ma poule aussi. Ah, ouais, ouais. C'est un peu- Non, non, moi c'est plus vieux, c'est mon arrière-grand-père, le roi Henri. Mais bon, c'est historique. Voilà. Mais non, je suis désolé. Ça va, je suis bien là ou quoi? Je me coiffe ou non, je suis bien. En tout cas, c'est un personnage. Hein, et, Non, je suis bien là ou quoi? hein. Vous prenez un poulet? Allez, gentil. Ça me débarrasse, ça me tasse, c'est pas. Ah, ouais, en fait, il s'en fout. Ne faites pas tous en même temps, ça me fait du travail, vous le savez. Il n'est pas là pour. Il n'est pas là pour travailler. Ah oui, c'est ça, oui. Ah, vous voulez. Ah, ouais. En deux? À 8. En a 8. En 8? Quoi, c'est fait du boulot, ça, hein? Ah ouais, non, mais là, c'est du boulot. Regardez, c'était bête. Regardez ça, les couleurs, regardez la couleur, l'aspect, l'odeur, le parfum, je veux dire. Non, c'est beau, hein? Non, attendez, voyons. Ah, j'ai plus mon assistance, monsieur Ménez. Vous n'avez pas vu mon assistante? Non, non. C'est ça, je voulais que je vous aide. Je crois qu'elle est partie avec le légumier. Ah, Oui, oui, oui. vous aviez une Ah assistante? oui, 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 j'avais une assistante, mais elle est tombée amoureuse du marchand de légumes. Ah, c'est con, Ça fait ça. que, vous voyez, moi je suis tout seul maintenant. Oh là là. Hop, attention, là, clac, clac, clac. Impeccable ça, non? Vous vivez tout seul? Non. Remarquez, vous êtes plus tranquille. Je suis seul. Comme ça, oui. Mais difficile à mon avis, d'en vous parler, ne mais je suis seul. devez pas rester seul souvent. Ça n'est pas évident d'en parler, mais je suis seul. Non, disons que ça circule, quoi. C'est pas le périph', hein. Oui, oui, quand même. On n'ira pas jusque-là. Voilà. Je suis bien là, non, au niveau du maquillage, tout ça. Voilà, oui. monsieur Ménez, merci pour Bah, votre... écoutez, J'ai les mains un peu grasses, mais bon, Ouais, ouais, excusez-moi, c'est le on va travail. faire comme c'est ça. beaucoup de Ouais, travail. ouais. Mais vous devriez faire du cinéma, vous. Hein. J'y suis là, je suis en train de préparer un rôle. Ouais. Mais c'est vrai. Non, je déconne. Bah, ou du théâtre. Hein. Ah non, mais vous avez la. Oui, pas vous, ouais. Vous avez des dispositions Eh bien, inscrivez-moi, naturelles. inscrivez-moi. Non, non, mais c'est à vous Non, de. ah oui, c'est moi. Oui, oui. Je suis pas Mais vous savez, producteur. oui, mais j'ai des bêtes et c'est pas facile de s'occuper des bêtes. Je peux pas tout faire. Elle bouge pas, vos bêtes. Eh ouais, mais c'est du boulot, c'est du Oui, travail, oui, ça, c'est vrai. psychologie, c'est du mental, il faut être là, il faut les... Ouais, ça c'est vrai, ça. Ben, j'avais commencé à être connu en 67 déjà. Non, 77 je veux dire. En 77, je commençais déjà à être connu par le cinéma, essentiellement. Et j'avais déjà fait un premier disque sur des paroles de Jacques Lanzmann, le parolier de Jacques Dutronc, à propos de la campagne anti-tabac. Donc j'enregistre un 47 tours où les titres s'appellent « J'aime pas les filles qui fument » et le tour du monde en 80 femmes, c'était très humoristique. Ça a été un peu ni un succès ni un échec, c'est un peu le verre d'eau à moitié plein. Et je m'étais dit que bon, il n'y avait pas de nécessité urgente d'en faire un deuxième. Mais par contre, tous les ans, on me proposait d'enregistrer des 45 tours. Je disais toujours non,
Et 7 ans plus tard, donc en 84, il y a un des auteurs, Marc-Fabien Bonnard, qui me proposait souvent des trucs, qui me fredonne au téléphone une jolie poupée. Et alors que je disais non à tout depuis 7 ans. Hein. Et j'ai dit, ah, ça, oui, pourquoi pas. Coup de cœur. Coup de cœur, à cause de quoi? Le rythme des Antilles, une mélodie que je trouvais assez jolie, des paroles humoristiques. Voilà, et d'ailleurs, il était tellement ébahi qu'il a téléphoné dans le dos à ma femme pour savoir si j'étais dans mon état normal, pour dire oui tout d'un coup, alors que je disais non tout le temps. Et on l'a enregistré avec un producteur indépendant, un ancien général vietnamien de la campagne d'Indochine, je crois, qui voulait absolument faire de la production, mais on n'avait même pas de distributeur. Hein. Et après, on a trouvé un distributeur qui s'est dit « Oh, pour les fêtes de Noël, on en vendra bien quelques-uns. » Donc on nous a pris, et évidemment, c'est les passages télévision qui ont tout changé. J'ai commencé, moi, par du théâtre amateur quand j'avais 15-16 ans. Amateur dans le sens passionné par ça. Passionné aussi par le fait que, autant avant de commencer de faire du théâtre, j'avais l'impression d'être quelqu'un de très replié sur lui-même, introverti, ayant du mal à avoir du contact avec les autres, ayant l'impression que quand je disais quelque chose, ça n'intéressait pas les interlocuteurs et qu'inversement, ce qu'ils me disaient ne m'intéressait pas non plus. Et en faisant du théâtre, je me suis aperçu que sur scène, avec le texte d'un auteur dit à des gens que je ne connaissais pas, tout d'un coup, les gens m'écoutaient, voire riaient. Et là, ça a tout changé. Et du coup, moi, j'ai décidé d'essayer de faire du théâtre toute ma vie. Et d'ailleurs, quand j'ai fini mes études supérieures, j'ai été reçu à l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Quand j'ai reçu les papiers que je devais remplir pour intégrer cette école, qui est une école très prestigieuse, je vois marqué que je devais 10 ans à l'État, 10 ans pour finir mes études et être enseignant. Et là, j'ai pris peur. Et je me suis dit, mais là, si je rentre dans cette école, c'est fini, je ne pourrai plus faire de théâtre. Donc j'ai démissionné de l'école immédiatement. J'ai résilié mon sursis d'études pour pouvoir partir au service militaire et me débarrasser du service militaire, car je savais qu'à l'époque, pour trouver des petits boulots, c'est la première chose qu'on te demandait, est-ce que vous êtes débarrassé des obligations militaires? Et à partir de cela, on trouvait du boulot. Et en rentrant du service, j'ai suivi des cours d'art dramatique et en même temps, je commençais à travailler. Bernard, dans toute ta carrière, tu as rencontré pas mal d'acteurs, pas mal de comédiens, et notamment tu as rencontré Louis de Funès. Comment s'est passée cette rencontre? Alors c'est un truc très bizarre parce que je commençais à avoir un peu de notoriété grâce aux films de François Truffaut, Pascal Thomas, Jacques Rosier, etc. Et j'apprends que, je crois que c'était en 80, j'apprends que Louis de Funès prépare l'Avare. D'abord, ça me semblait une très bonne idée. S'il y en avait un qui pouvait jouer Harpagon merveilleusement, c'était bien lui. Et puis moi, au tout début, dans les années 70, j'avais eu une compagnie qui s'appelait la compagnie Sganarelle, où on jouait pour les lycées et collèges des extraits du théâtre classique, voire des pièces entières. Et j'avais évidemment beaucoup joué des extraits de Molière, et en particulier de l'Avare, la fameuse scène de la flèche, remontre-moi tes mains, les autres, etc. Et je me suis dit, il faut que je voie Louis de Funès et que je lui dise mon envie de jouer ce rôle. Puis après, alors je me rends sur le tournage précédent, puisque c'était un an avant, et on me laisse passer parce qu'on me connaissait un peu jusqu'à la loge de Louis de Funès, et là je lui dis bonjour monsieur de Funès, excusez-moi de vous déranger, de vous demander pardon. Hein, je m'appelle Bernard Ménez, je ne sais pas si vous me connaissez, je m'appelle Bernard Ménez, et il m'arrête, si, je vous connais très bien, j'ai vu les films de Pascal Thomas, etc. Bon, je vous dis ça, c'est déjà un bon point. Je dis écoutez, je sais que vous allez tourner l'Avare dans un an à peu près. Je ne sais pas encore si vous avez choisi tous vos acteurs, mais je voulais simplement vous dire, que vous sachiez que si vous n'avez pas choisi celui qui doit faire la flèche,
j'aurais beaucoup aimé le faire. Et je m'apprêtais à partir, hein, c'est tout. Il m'arrête et il me dit, eh bien, écoutez, c'est fait. Vous direz au producteur, c'est vous. Terminé. J'en revenais pas, je suis rentré chez moi, j'en revenais pas d'avoir eu cette... J'ai jamais refait 2 fois, hein. J'ai jamais osé recommencer ce genre de démarche. J'aurais peut-être dû, parce que ça a payé, mais le souvenir est extraordinaire. C'est vrai que l'expérience de tourner un film avec Louis de Funès, ça m'a laissé un souvenir assez formidable, parce que c'était un homme très simple, c'est-à-dire à la cantine, on mangeait ensemble. Il n'allait pas manger dans son coin, hein. Et il m'arrivait de discuter avec lui, il m'expliquait un peu pourquoi. D'abord, il était pianiste au départ dans des bars et tout. Et au début, il avait des petits rôles où il avait ou rien à dire ou 3 mots. Et il m'expliquait que il savait bien, il connaissait sa force comique, hein. Alors, dans les répétitions, il proposait toujours un petit truc en plus, et à chaque fois, c'était gardé. Donc, chaque fois qu'il avait un rôle, le rôle devenait un peu plus important. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que les gens venaient aussi voir avant tout De Funès parmi l'ensemble des gens. Et après, alors, il a mis beaucoup de temps, il a commencé à être très célèbre vers 40-45 ans. Mais moi je trouve que c'est pas si long que ça, mais pour lui évidemment c'était... Voilà, et c'est un homme avec qui il était intéressant il savait ce que c'est que de bouffer la vache enragée, d'avoir des périodes difficiles, etc. Il s'en souvenait toujours, il ne l'oubliait jamais, exactement. À un moment de ma vie, j'étais tellement découragé, c'était en 69, j'étais tellement découragé de ne pas arriver à vivre de ce métier, mais je vivais d'expédients, de petits boulots de remplacement, que j'avais décidé de tout reprendre à zéro et de partir au Canada, où ils nous proposaient de nous accueillir, nous les Français, et d'aller à Montréal pour enseigner, comme j'ai été prof de maths, physique, chimie, pour enseigner, pour gagner ma vie, et faire du théâtre. Et 8 jours avant de partir, on me signale d'aller voir un réalisateur qui est en train de préparer un téléfilm. Et moi, pour ne pas regretter, j'ai fait le déplacement. Il faisait une espèce de casting, il voyait des gens et tout, à droite à gauche. Mais en arrivant, c'était Jacques Rosier, le réalisateur, mais en arrivant, je lui ai dit tout de suite, je vous dis tout de suite, je viens vous voir, mais moi, dans 8 jours, je pars, j'ai un billet qui est tout prêt pour Montréal. Il faudrait vraiment être sûr que vous me preniez pour que j'annule ce voyage. C'est pas possible, c'est préparé depuis longtemps. Et il me dit, ah bon? Alors, il avait probablement jamais vu ça. Un comédien qui dit, j'arrive, mais si vous ne me prenez pas, je me tire. Alors, il me fait revenir une 2e fois, 3 jours après. Je crois qu'il avait caché des partenaires féminines pour voir des réactions, je crois, je sais pas quoi. Toujours été que ça a été le même discours. Il me dit, bon, ben écoutez, surtout ne partez pas comme ça, normalement ça devrait être vous. Alors je dis, non, attendez, c'est pas normalement. C'est-à-dire, moi le billet m'avait coûté une fortune en tant qu'étudiant, enfin en tant que quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent. Je veux dire, il était hors de question de prendre le risque d'annuler tout pour une incertitude éventuelle. Et donc le dimanche soir, je devais partir le lundi, et le dimanche soir, il m'appelle en fin de soirée. Et j'étais en banlieue chez mes parents, et lui à Paris, avec son ami Arlette Didier, boulevard Saint-Germain. Il me dit, oh, je pense que vous devez être un peu torturé, savoir ce que vous allez faire. Moi, je dormais comme un loir et je partais, je n'étais pas du tout torturé. Il me dit, venez tout de suite, là je suis dans une réception avec des gens, j'aimerais bien que vous les rencontriez. Et moi, je ne sais pas ce qui m'a passé, mais pour ne pas rien regretter, j'ai levé mon frère qui habitait là aussi à ce moment-là, qui avait une voiture, qui m'a emmené en voiture à Paris. J'ai été à cette réunion. Mon frère attendait en bas, il faisait froid d'ailleurs dans la voiture, dans la 2 chevaux. Je montais là-haut
dans une espèce de réunion où il y avait une espèce de vague cousine qui me faisait les lignes de la main. Je commençais à lui dire ça va bien. Et puis on parlait de tout sauf de ça. Au bout d'une heure, je lui dis bon écoutez, là je m'en vais, vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, c'est pas... Ah mais non, non, il dit non, surtout il ne faut pas partir, c'est sûr, hein, c'est vous. Alors là, ça a été dans le regard. J'ai dit vous êtes sûr de vous, hein, parce que là, oui, c'est sûr. Et j'ai eu la certitude, on n'avait rien signé, j'ai eu la certitude que c'était vrai. Et donc, je ne suis pas parti et 8 jours après, je partais au tournage. Et ça a été mon tout premier film, Du côté d'Orouette, de Jacques Rosier. Ce film a entraîné le film de Truffaut, La Nuit américaine. Ces deux films ont entraîné les films de Pascal Thomas, Pleure pas la bouche pleine, Le Chaud Lapin. Et du coup, je me suis retrouvé acteur de cinéma un peu à toute vitesse, reconnu par le cinéma, les cinéphiles avec Jacques Rosier, qui faisait des films plutôt d'art et essai, par la profession, parce que tourner avec Truffaut, ça en imposait à la profession, et dans la rue, par les spectateurs de la rue, grâce au film de Pascal Thomas, qui était des gros succès populaires. Beaucoup plus tard, ça c'était en 69, 70, 71, beaucoup plus tard, en 86, 85 exactement, Jacques Rosier, qui tourne très très peu, qui avait beaucoup de mal à tourner des films, me téléphone un jour et me dit ça y est, il y a un producteur qui veut que je tourne un film, j'ai une idée, j'ai pensé à toi, avec Luis Rego comme partenaire principal. Et nous allons justement faire un peu de lecture du scénario dans l'appartement de Luis Rego. Et c'est là que Luis Rego me tape sur l'épaule. Comme Jacques Rosier était quelqu'un qui tournait très peu et qui avait beaucoup de mal à monter ses films, il me disait « Mon pauvre Bernard, on est condamné au chef-d'œuvre ». Ça me faisait sourire, mais en même temps, je pense que Jacques Rosier, j'ai toujours pensé, et je le pense encore, avait un grand talent de scénariste, de réalisateur et voire de monteur. Et nous avons tourné donc ce film Maine Océan, en 86, pour lequel d'abord Jacques Rosier a eu le prix Jean Vigo dans cette année-là, et moi un prix d'interprétation au festival de Vevey. Vevey, c'est là où Charles Chaplin a fini sa vie. Et en effet, pour moi c'est proche du chef-d'œuvre dans la mesure où c'est sur la soixantaine de films que j'ai pu faire, c'est celui que je préfère. C'est mon plus beau film. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger en pleine conversation. Je vous interromps pas au moins. Non, non, parce qu'on n'avait pas commencé la conversation, alors on ne vous imposait pas. Ça a l'air très appétissant ce que vous avez devant. Ouais, ben vous jeûnez pas, on vous invite. C'est gentil, je Voilà. c'est par ça. Enfin, c'est la belle Hélène. Elle s'appelle Hélène, oui. Elle s'appelle Hélène. Et donc c'est la belle Hélène. Elle a bonne raison de s'appeler la belle Hélène parce que, d'après ce que j'ai compris, Je suis chanteuse d'opéra. Non, c'est un programme là. Hein. Mais alors, elle a un nom de famille quand même, Hélène de... De la lande 2. Demain, je pars jouer au festival de Lamalou-les-Bains. Mais non, c'est un festival qui existe depuis longtemps à Lamalou-les-Bains. C'est un festival. Et c'est vrai que le directeur, c'est qui? C'est Frédéric L'Huillier, le fils de Fernand L'Huillier. Voilà, alors, vu mon grand âge, moi j'ai dû connaître Fernand. Et alors, toi? Eh bien moi, figurez-vous que je suis aussi comédien. Voilà. Alors comédien, j'ai débuté, ça fait 12 ans à la radio, où j'ai fait mes preuves avec toutes mes voix dans le duo des noms célèbrement connu dans le sud-ouest, avec tous les personnages qui gravitaient autour du village de Bourcagneux, notamment Geneviève Marcassus,
avec Léonie Castagut, avec la belle-mère aussi, que tout le monde aura reconnu quand elle faisait. Et aussi, il y avait l'adjoint du maire, Roger Burnialou, adjoint du maire d'opposition. Attention. Après, il y a eu aussi Jean-Sylvain Chafras, qui était l'assistant du professeur Carrère, et puis d'autres, et puis tous ceux qui nous ont écoutés pendant ces longues années sur ces ondes de Sud Radio. Et bien, cette aventure s'est terminée au mois de juin 2014. Et là, j'enchaîne donc avec mon spectacle. Ça c'est bon, ça y est. C'est rouge ça? Tu viens d'arriver d'Italie, tu vas me le casser. Ça va, un Armagnac, d'accord. Ah ça c'est bien, oui, parce que ça me donne les jambes, ça. Oh, mais venez, lo de. Comment? A voler lo de. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que papa? C'est une tortue. C'est joli ça, hein? Oui. Mais reprenez-la. Si vous voulez, je peux vous en mettre un peu de musique. Ah oui. Slow. Viens pas ici. Fini. Moi, sans crétine, va. Moi. Turned the shit in and said, Nix, Nix. I wanna stick around while I get my kicks. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in on cell block. We'll dance to the jailhouse rock. 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 Ah, et j'oubliais aussi l'émission des Afro-Jojo. C'est une émission radiophonique qui est diffusée sur 33 radios, beaucoup de fréquences donc, et c'est une bande de déconneurs, de chroniqueurs, de comédiens. Et chacun y va de sa blague, de ses sketchs, et puis on nous retrouve donc un peu partout en France où nous enregistrons dans des restaurants, dans des théâtres, voilà, là où nous sommes invités, là où on mange bien. Et c'est diffusé tous les jours sur différentes radios. À des heures différentes aussi, voilà, et on se marre bien. Et cette fois, je vous ai tout dit. À vous. Non, je vais aller chanter sur le Charles de Gaulle, le porte-avions. La Habanera de Carmen et C'est quel air ça? c'est L'amour est un oiseau rebelle. Ah, ça commence comment? L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Ça c'est le tube. Ah bah c'est un tube, un des tubes de Carmen. C'est un des tubes de oui. Carmen, mais c'en est un, c'est sûr. On se rappelle d'ailleurs beaucoup de l'interprétation de... Comment qu'elle s'appelait déjà Julia Migenes. Voilà, Julia Migenes. Parce que c'est une version cinéma. Voilà, qui a été très médiatisée à l'époque. Oui.